Vous êtes sur la Pan-African Média 1, toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News. Cette émission qui donne la parole à une jeunesse consciente pour décortiquer ensemble des thématiques qui participent à l'éclosion intellectuelle de cette jeunesse, mais surtout à l'émancipation de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission Génération News, scindé en deux parties avec mes invités. Pour la première partie, nous allons plancher sur une thématique qui paraît simple, mais pas simpliste, puisque nous allons parler des torts. Pourquoi aujourd'hui est-ce difficile de reconnaître ces torts? Pourquoi faut-il reconnaître ces torts? Eh bien, les éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons parler également de cette phrase qu'on nous invite parfois à appliquer, en l'occurrence, cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Est-ce que c'est facile de le faire et pourquoi on nous invite généralement à le faire également? Eh bien, les éléments de réponse, vous les aurez en fin d'émission avec mes invités qui sont là sur le plateau Génération News, des habitués mais des nouveaux également sur le plateau Génération News. Genèse, un habitué du plateau Génération News, étudiant en journalisme et communication. J'ai envie de te dire journaliste tout court parce que tu exerces également sur un autre média. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur le plateau Génération News. J'ai envie de dire que c'est un plaisir d'être de retour à la maison. Exactement, c'est l'expression retour à la maison. Ouais. Retour à la maison également pour Flore. Vous êtes diplômée en finance également. Rappelez-moi un peu la formation, c'est finance, ingénierie, juridique et finance. Voilà, vous tenez à la partie financière. Exactement. Dans l'occurrence. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci. Deuxième participation, c'est bien ça? Exactement, deuxième participation. C'est toujours un plaisir. Flore, bienvenue sur le plateau Génération News. Et puis, on a notre ami Roland. Vous êtes étudiant en diplomatie, en sciences politiques, pardon. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Oui, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour cette émission. Honneur partagé, on l'espère. Cette fois-ci, j'ai la bonne formation. Elle est étudiante en diplomatie et géostratégie. Ornella, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci aussi à vous de nous avoir invités aujourd'hui. Merci. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction. Roland, je vais démarrer par toi. Tu donnes le temps de cette première partie d'émission. On parle justement des torts. La question, pour s'accrocher à la thématique, quelle définition donnerais-tu déjà, quand on parle de torts, quelle définition tu donnerais? Et pourquoi faut-il reconnaître ces torts selon toi? Concernant la définition des torts, je pense que avoir tort, c'est d'une certaine manière être dans le faux. C'est quand on n'a pas raison en fait. C'est ça, avoir tort de manière générale, c'est quand on n'a pas raison. Maintenant, après, s'il s'agit de reconnaître ses torts, je pense qu'on devrait d'abord avoir une vision assez objective de la chose et rechercher la vérité. Parce que c'est quand on recherche la vérité qu'on arrive à se rendre compte si on a tort ou on a raison d'une certaine manière. Et souvent aussi, il faut pouvoir accepter l'idée d'autrui parce que c'est primordial dans la recherche de la vérité. Et justement, quand tu reconnais tes torts, d'une certaine manière, ça te permet aussi d'évoluer, de grandir. Parce que souvent, c'est un peu ça le but en fait, c'est de grandir à travers chaque situation, chaque conflit, chaque péripétie. L'objectif, c'est de grandir. Et reconnaître ses torts, c'est un pas justement vers ce processus-là. On parle d'un processus, Flore. C'est vrai, Roland l'a dit dans son intervention tout à l'heure, la définition qu'il donnerait qu'il donne justement à l'expression. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est pourquoi certaines personnes ont du mal justement à reconnaître leurs torts. Pour moi, certaines personnes ont du mal à reconnaître leurs torts. Déjà, ça va de l'éducation. Il y a des personnes qui n'ont pas été éduquées dans ce sens-là. Et encore, si on rentre dans notre société africaine, généralement, les adultes sont perçus comme des personnes qui ont toujours raison. Exactement. Donc, quand une personne adulte est face à une situation où il est en tort, il a du mal à s'excuser parce que pour lui, c'est un adulte et il est hors de question pour lui de s'excuser sous prétexte que ce sera un signe de faiblesse. Est-ce que c'est ce qui dérange dans le fait que beaucoup de personnes se retrouvent malheureusement à avoir du mal à reconnaître ses torts, Flore? C'est la sensation de se rabaisser, Exactement, c'est la sensation de se rabaisser, la sensation d'être vu comme une personne faible vis-à-vis de la personne en face. C'est plus cette sensation-là qui pousse aux gens de ne pas accepter leur tort.
Du coup, Ornella, moi la question que j'ai envie de savoir, c'est que est-ce que toi déjà tu es dans ce cas de figure-là, est-ce que tu es du genre à reconnaître très facilement et très vite tes torts, ou bien dans l'autre cas de figure, certaines personnes qui versent un petit peu dans, on va dire, peut-être pas de l'ironie, mais cette capacité à refuser de reconnaître ses torts. Est-ce que toi tu les reconnais facilement? Avant, je dirais non, parce que déjà, je suis une personne très, très fière. D'accord. Mais après, j'ai appris au fur et à mesure que voilà, reconnaître ses torts, en fait, c'est pas mal. C'est beaucoup plus un signe de maturité. C'est vrai qu'en Afrique, on grandit dans des communautés où on fait beaucoup plus attention à notre réputation. Ouais. On est beaucoup fiers. Ce sont des principes qu'on nous inculque déjà dès le bas âge. Et le fait d'avoir tort, c'est souvent perçu comme une faiblesse. Voilà, c'est souvent perçu comme une faiblesse. Et mais toi, pourquoi tu avais du mal au début à reconnaître tes torts? comme je dis, je suis... En fait, c'est juste je suis quelqu'un d'assez mais est-ce que fier. quelque part, il n'y a pas une forme d'égoïsme? Est-ce qu'on n'est pas... C'est pas de la méchanceté quelque part? Tu me diras, parce que tu sais évidemment que tu as fauté, mais pourquoi cette fierté t'emmène à rester dans ta zone de confort au point de refuser d'admettre qu'effectivement tu es fautive? Parfois, tu ne sais pas que tu as fauté parce que toi, dans ton champ, tu te dis que ce que tu fais est bien. C'est pas forcément mal, parce que pour toi, tu peux être égoïste, on peut dire ça égoïste. Et si tu fais quelque chose et que tu vois que pour toi c'est bien et que c'est pas bien pour d'autres personnes, bon. Après, chacun a sa vision des choses. Chacun voit les choses comme il les voit, voilà. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on parle de l'objectivité, justement. C'est quand, pour pouvoir ne pas rester dans cet état-là où c'est ma vision qui compte. Ouais, de la zone de confort. Exactement. C'est justement l'objectivité. C'est quelque chose de très important, l'objectivité. Quand tu es objectif face à la situation et je te dis que non, là je n'ai pas bien fait. Et c'est à partir de ce moment-là que justement, ça va te permettre de grandir et de passer outre la situation en fait. C'est un peu ça. Moi, j'ai envie de t'entendre parce qu'effectivement, nos amis ont très bien cerné la thématique. Flore a parlé d'éducation. Ornella est revenue également sur les faits de société. Roland également a brossé en allant dans le même sens que les dames. L'éducation aujourd'hui, faut-il aujourd'hui engager une forme de responsabilité parentale par rapport à cette qualité, parce que c'est perçu comme tel, reconnaître ses torts? Bien évidemment, la responsabilité parentale jouera un grand rôle parce qu'il y a lui, Roland, qui venait de dire que ça permet on va dire que ça nous permet d'évoluer et de grandir et de se rapprocher au fur et à mesure de l'aspect de la sagesse. Et effectivement, ça permet aussi à celui qui est en face de reconnaître qu'il a en face de lui quelqu'un de loyal et de honnête. Et justement, ça témoigne beaucoup de l'éducation. Ça renvoie un gros message, ça renvoie une image parentale, peut-être directe ou indirecte. On dira que oui, celui-là, il vient d'une famille assez... Il a été bien éduqué. Très bien. Sauf que c'est pas toujours quelque chose que je partage à première vue. Parce que c'est vrai qu'il y a l'éducation à l'intérieur, mais ce n'est pas toujours ça. Il y a des pays où, pour certains, être impoli, c'est une qualité d'influence. C'est perçu comme tel. Voilà, c'est perçu comme tel. Et certains le disent, et je vais te montrer que je suis plus impoli, je vais te montrer peut-être pour influencer. Moi, ce que je vois en avant, dans la difficulté de reconnaître ses torts, c'est le fait que c'est quelque chose qui touche l'ego. Que ce soit de manière... Voilà, même lorsqu'on le reconnaît de manière éthique, ça touche l'ego. Et le pire, c'est qu'il y a cette crainte de perdre l'autorité ou l'influence qu'on a, ou encore le respect qu'on a à l'image de la personne. C'est ce que Ornella dit voilà. tout à l'heure. Et le pire, c'est au niveau de la conséquence. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai tort vis-à-vis de toi, je me dis qu'en Afrique surtout, lorsqu'on a raison, on a tendance à aller dans l'extrême. Pour se dire que oui, ma réaction, en plus d'être légitime, je ne la calcule plus et puis on essaie, voilà un peu. Donc c'est pour ça que parfois certains se disent, il sait qu'il a tort, mais il insiste dans la dynamique où il peut se justifier. Voilà, donc pour moi c'est... Ce que j'ai envie de savoir, Roland, avant de te laisser rebondir là-dessus, Flore,
la perception qu'on a justement de cette qualité-là. Parce que tout à l'heure, Genèse a souligné un point hyper important, c'est la perception de celui qui reçoit justement cette déclaration-là de qualité. Lorsqu'une personne vient te dire, écoute, désolé, je reconnais, j'ai fauté à tel niveau. La perception, comment toi tu ressens ça c'est la première question. Si jamais tu as déjà été confronté à une telle situation. Et quel pourrait être, selon toi, l'impact aujourd'hui de cette qualité de reconnaître ses torts dans une relation, aussi bien une relation amicale que familiale ou encore amoureuse? Pour toi, est-ce que ça compte énormément? Bien sûr que ça compte. Déjà, comment je perçois une personne qui vient s'excuser auprès de moi après avoir fauté? Je trouve que cette personne-là a une grandeur d'esprit. Déjà, c'est une personne humble et qui est prête à assumer ses actes. Et pour moi, c'est un acte assez louable. Et je suis très reconnaissante vis-à-vis de ce genre de petite attention-là, qui est souvent sous-estimée. Et ensuite, concernant le second point, le fait de reconnaître ses torts dans nos sociétés, ça va franchement beaucoup améliorer nos relations humaines. Donc, que ce soit dans notre vie familiale, nos relations amoureuses, ça va franchement beaucoup améliorer certaines choses qui sont essentielles. Alors, il y a aussi la notion de confiance et du pardon. Ornella, je me tourne vers toi justement. Il y a la notion de confiance et pardon. Supposons que vous soyez dans une situation où ta copine elle a fauté, ensuite elle arrive à te présenter ses excuses, à reconnaître ses torts en d'autres termes. Elle a malheureusement écorché la confiance qui avait déjà été installée. Et le pardon, est-ce que toi, tu arrives facilement à pardonner après justement la manifestation de cette qualité-là? Elle est venue, elle a reconnu ses torts. Est-ce que facilement derrière, tu arrives à oublier au point de pardonner et de repartir sur de nouvelles bases avec une confiance saine? Ou bien c'est déjà écorché? D'une part, on peut dire que c'est vraiment c'est déjà écorché. Et le fait qu'elle vienne te présenter ses excuses, c'est déjà un grand pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à montrer cette partie, cette partie vraiment vulnérable là, parce que moi je peux dire que c'est vraiment de la vulnérabilité. Donc quelqu'un qui vient te demander pardon, je pense que déjà tu pardonnes la personne. C'est vrai que la relation peut-être ne peut pas être comme avant, mais je pense qu'au fur du temps, vous pouvez renouer le lien. Ouais. Oui, mais est-ce que toi, tu arrives à faire confiance tout de suite? Bon, pas tout de suite, après. Mais oui, après, au fur et à mesure, tu peux oublier. Parce que là, si c'est dans le moment, tu peux pas oublier. Forcément, il y a quelque chose qui va peut-être te rappeler ce que la personne t'a fait. Ouais. Mais après, au fur et à mesure, plutôt que vous allez avancer, voilà, vous allez reconstruire en fait cette amitié-là. Je reste avec toi, Ornella. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que le fait de reconnaître ses torts, l'impact est différent en fonction de la situation. Si tu es en couple et que ton ami venait par exemple à faire une grosse bêtise, est-ce qu'à ce moment-là, tu arrives facilement à pardonner, même s'il arrive à reconnaître ses torts? Est-ce que là tout de suite, l'impact serait différent que si jamais ta copine t'a piqué, supposons un billet de 10 000 francs par exemple? Non, ça ne sera pas pareil parce que, bon, comme je disais, sur le moment, voilà, tu es encore en colère, tu ne peux pas nécessairement pardonner à la personne. Il faudra prendre du temps, avaler ce que la personne t'a fait. Et maintenant, après, voilà, c'est à toi de juger si tu peux pardonner ou si tu peux continuer comme ça. Mais après, comme je dis toujours, de nos jours, c'est pas du tout facile de reconnaître ses torts, notamment avec l'éducation qu'on reçoit. Ouais. C'est vraiment pas facile. Donc, si quelqu'un vient vers toi après avoir fauté, dès qu'il reconnaît ses torts, c'est vraiment un grand pas. Donc qu'est-ce qu'il faut, oui, Genèse? Moi, je pense surtout que bien avant de parler de l'impact, il faut avoir une idée, est-ce que c'était intentionnel d'abord? C'est là où ça... Est-ce que ça change quelque chose si ça l'était? Moi, c'est la question, je pose une question. Oui, ça change énormément. Ouais. Ça change énormément parce que, on va dire, avant l'impact, il y a l'intention, d'abord il y a l'influence, avant d'arriver même à l'impact. Et donc, est-ce que le tort causé était intentionnel? Parce que c'est parfois ce qui empêche que la personne reconnaisse. En fait le truc, avant de reconnaître mon tort, je dois savoir est-ce que je l'ai fait de manière intentionnelle. Parce que ce que tu me reproches, si toi tu perçois ça comme mauvais, moi je ne perçois pas ça comme mauvais. Donc pourquoi admettre que j'ai eu tort alors que c'était pas intentionnel que ça crée de telles conséquences? Donc moi je me dis que
il faut s'expliquer, donc il faut communiquer, mais par-dessus tout se comprendre. Et c'est à partir de là que c'est plus facile de reconnaître, enfin c'est même là même que c'est dans ce processus que la reconnaissance du tort intervient et que le pardon viendra trancher. Du coup, Roland, ce que Genèse vient de dire en parlant de reconnaître, d'analyser, est-ce que parfois, pour, on va dire, comme l'a souligné Fleur dans sa magnifique intervention, elle disait que si on avait une société justement qui était dotée de cette qualité-là, les choses iraient peut-être mieux. Donc quand on parle de cette qualité-là, est-ce que parfois, certaines personnes sont malheureusement dans la contrainte de présenter des torts simplement pour ne pas vexer la personne ou pour ne pas détruire une potentielle relation. Il y a des gens par exemple qui se disent, mais Genèse l'a dit, mais je ne vois pas ce que je fais de mal en posant... Mais tant que ça blesse la personne, bah je reconnais mon tort, mais au fond il n'a rien fait. Oui, naturellement. Enfin, j'ai une anecdote sur ça. Ouais. J'étais responsable adjoint du pôle relations extérieures dans l'amicale des Gabonais d'ISM et on devait louer une salle. Donc j'ai appelé le monsieur, c'est moi qui communiquais avec le monsieur, on avait déjà visité la salle 1 ou 2 fois et le monsieur m'a dit, j'ai appelé le monsieur, j'ai dit non monsieur s'il vous plaît, on aura besoin de visiter la salle encore une fois et tout ça. Il m'a dit monsieur Louis Roland, nous n'avons pas votre temps, voilà. Il m'a vraiment pas bien parlé, je ne veux pas vous mentir. Mais après, quand je suis parti vers la hiérarchie, on m'a fait comprendre que tu as tort. Et puis j'étais en mode, je suis resté poli du début à la fin, à quel moment j'ai tort. Mais après, je me suis dit, souvent, il faut aimer la paix. Souvent, il faut aimer la paix et il faut privilégier la relation plutôt que ton ego. Donc, je suis allé vers le monsieur, je me suis excusé. Et puis au final, quand j'ai rencontré ce monsieur, il m'a félicité, il m'a dit « Monsieur, Louis Roland, vous êtes un homme correct ». Vous voyez, et je n'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça, mais sur le long terme, je comprends que en fait, j'ai privilégié la relation grâce à la hiérarchie justement qui m'a fait grandir et qui m'a dit que bon, face à cette situation, tu ne peux rien faire, va juste t'excuser, c'est lui qui a le pouvoir. Donc parfois, il suffit de se rabaisser de temps en temps, aimer la paix et privilégier la relation plutôt que ses intérêts personnels. Bon, après, peut-être que rabaisser, c'est... je trouve qu'aujourd'hui, on a apporté une définition hyper péjorative. Quand on parle de rabaisser, on a vraiment une définition très éloignée. Je parlerais beaucoup plus de respect. Le respect, c'est assez intéressant dans ce sens-là. Le respect, ma chère Flore, parce qu'au-delà d'être justement dans tout ce que ingénierie, gestion, finance et tout ça, tu es entrepreneur également, tu es chef d'entreprise, tu es dans le domaine des vêtements. Là aussi, dans la vente des vêtements, généralement, on est confronté à plusieurs situations où on est contraint de présenter ses excuses, ou l'inverse, ou le client également. Est-ce que justement, ça t'arrive parfois de devoir aller vers un client, s'excuser après une livraison qui n'est pas arrivée à temps, après une tenue qui a été, on va dire, qui est arrivée avec un bouton en moins. Est-ce que là, ça demande un travail aussi psychologique? Parce que généralement, c'est ça. Parce que si on n'est pas prêt psychologiquement à aller vers des gens pour présenter des excuses, ça devient hyper compliqué. Comment tu gères ça, ma chère Flore? Concernant cette situation, déjà, je remercie le bon Dieu parce que j'ai une bonne éducation. Donc, j'ai cette facilité-là. On remercie maman aussi. On remercie maman, on remercie papa aussi pour l'éducation. Bien sûr, sans oublier mes parents. D'accord. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Christiana. Ok. Et papa? Franck. D'accord. Voilà. Mais merci à maman et à papa Franck. Donc, après, c'est déjà ancré en moi de m'excuser automatiquement quand je vois un défaut concernant mes commandes. Des fois même, il ne s'agit même pas de mes commandes. Des fois, le client est en tort du début à la fin. Ouais. Mais comme il s'agit d'une relation client, une relation humaine qu'on entretient avec des personnes qu'on ne connaît pas, automatiquement, on devient respectueux. Oui, parce que si derrière toi, tu ne fais pas preuve de sagesse ou de respect, il y a un impact direct sur ton business, sur ton entreprise. Donc, en gros, tu as l'image de ton entreprise ou cette qualité-là, c'est l'image aussi. Bien sûr. Il faut redorer toujours l'image de son entreprise de telle sorte que la faute ne soit jamais à l'entrepreneur. Mais ta colère, tu la gères comment? Tu ne te défoules pas sur les copines en mode... tu la gères très bien, la colère derrière. Mais mon entourage, ils me connaissent. Je ne suis pas comme ça. D'accord. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas dramatique.
D'accord, Loin bon, d'être on te fait avec. confiance. Et on sait où aller puiser les informations si jamais c'est vrai. Mais je te taquine évidemment. Roland, l'aspect purement psychologique, comment on la gère? Est-ce qu'il va falloir aller consulter? Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont du mal à extérioriser, des gens qui ont du mal à aller vers l'autre. Pour justement, on a parlé tout à l'heure de se rabaisser, on a parlé tout à l'heure de manque de confiance ou autre chose. Ornella, par exemple, au début, elle était dans une posture de, voilà, je suis une guerrière, donc moi, les excuses, je connais pas. Le caractère psychologique, comment on le gère? Est-ce qu'il faut aller consulter ou il faut faire un gros travail sur soi? Je pense que le travail sur soi, c'est un aspect primordial de la chose. Parce que, par exemple, dans mon université, il y a la Soft Skills Academy, c'est-à-dire c'est un endroit où ça nous permet de développer des soft skills. Et comme des relations interpersonnelles, ce sont des aspects très, très importants dans les relations entre humains. Et ça va vraiment permettre à la personne de beaucoup plus travailler sur soi en communiquant avec l'autre. Parce que même travailler avec quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est une compétence. Bien sûr. Ouais, donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire en sorte de cultiver et de vraiment essayer de se grandir soi-même, parce que c'est aussi une manière de développer sa manière de faire, de développer sa manière de fonctionner. Et souvent, c'est le comportement qui t'emmène où tu veux aller. Souvent, c'est même pas les diplômes, c'est le comportement. Et c'est justement à partir de ce comportement-là que tu vas te créer des relations et tout va se passer. Concernant l'aspect psychologique, je pense que ça forge le mental, ça forge vraiment ta manière de penser. Et vraiment, si au niveau de ta pensée, ta psychologie, ta mentalité, tu es fort, je pense que dans la vie, rien ne pourra t'échapper. Parce qu'à chaque fois que tu seras dans une situation, tu vas privilégier la relation et au final, sans se laisser marcher dessus, il faut bien préciser, il faut privilégier la relation sans se laisser marcher dessus. Et c'est justement toujours dans le respect, comme tu oui, toujours dans le respect, exactement. Ouais. Avant de donner la parole à Genèse, Ornella, il y a un phénomène, hein, c'est perçu aujourd'hui comme tel. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour voir des coachs en prise de parole en public, en développement personnel. Est-ce que l'avènement de ces profils-là aujourd'hui nous aide justement à casser un petit peu cette zone de confort dans laquelle nous sommes et comme l'a souligné tout à l'heure Roland, de faire un travail sur soi pour avoir le courage d'aller vers l'autre et présenter ses excuses, reconnaître ses torts. Tu l'as d'ailleurs souligné que c'est un exercice hyper difficile. Est-ce qu'un coach en développement personnel aide vraiment à aller vers ça? Je trouve que oui. Les coachs quand même, bon, pas sur tous les plans, mais quand même les coachs dans ce champ-là, les coachs sont quand même efficaces. Ouais. Lorsque toi, tu n'as pas consulté un coach, on est là non, au début. pas dans ce sens-là, dans une autre optique. Mais franchement, je pense que les coachs sont quand même des gens bien. Mais après, c'est pas tout qu'on doit apprendre. On ne prend pas tout parce que chacun avec ses expériences. Et tu ne peux pas quand même te mettre dans un champ où la personne peut-être dit de faire un truc et que toi, tu ne peux pas. Ça sera oui, parce pas que le coach en développement personnel va te dire il faut avoir le courage d'aller vers l'autre, oublie le passé, alors que toi derrière, c'est tout un bagage que tu portes. C'est vraiment pas facile, effectivement. Et ça prend du temps, mais voilà, si... Ça a pris du temps, toi, ton travail? Oui. D'accord. Ça t'a pris combien de temps, si c'est pas discret? Des années. Bon, jusqu'alors, hein, parfois même... tu as du mal à présenter? Oui, pas jusqu'alors, parfois j'ai vraiment du mal. Même parfois quand tu as tort et que tu veux peut-être t'excuser vers la personne, tu ne vas pas dire ça directement, que tu veux t'excuser. Tu peux passer par d'autres moyens un peu subtils pour renouer un peu le lien que tu as avec lui, que tu prends d'autres chemins d'aller directement parce que tu te dis, tu es une personne faible, tout ça. Ouais, toi tu prends les raccourcis. Voilà, tu prends quelques raccourcis. Genèse, je te laisse le soin de clore cette première partie d'émission justement. Le mot de fin pour la première partie d'émission, reconnaître ses torts, les avantages, mais surtout la qualité intrinsèque que ça renvoie sur l'autre surtout, et le fait que derrière ça arrive à nous guérir de l'intérieur.
Alors, reconnaître ses torts, c'est très important dans la société vis-à-vis de notre prochain, parce que ça montre déjà une certaine forme de sagesse, ça montre une certaine forme d'humilité, parce que je tiens à rappeler que l'humilité est la base de toute grandeur, mais aussi ça renvoie une image parfois éducationnelle, plus précisément par rapport aux parents, pour dire que oui, cette personne, et en même temps ça favorise aussi exactement, le vivre ensemble. Ça permet que plusieurs personnes cherchent parfois à être amies avec toi ou bien à s'intégrer dans ton cercle parce que ça leur permettra d'apprendre de nouveau quelles sont un peu les qualités qui favorisent ce que tu appelles, enfin ce qu'on appelle tous le vivre ensemble. Ouais, voilà. D'ailleurs, c'est le leitmotiv, c'est le rêve de Flore. Flore, elle se dit si tout le monde on arrive à avoir ces qualités-là, ce serait bien. Ouais, en tout cas, c'est important parce qu'il faut surtout savoir se mettre à la place de l'autre aussi. Exactement. Ouais, je trouve que la transition elle est toute trouvée. On va marquer une courte pause les amis puisque en deuxième partie d'émission on parlera de comment et pourquoi faut-il se mettre à la place de l'autre. Généralement on nous rappelle tout le temps, mets-toi à ma place. Et bien des éléments de réponse juste après la pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, on va parler cette fois-ci de se mettre à la place de l'autre. Ma chère Flore, je me tourne vers toi. Se mettre à la place de l'autre, en quoi ça consiste et pour toi, est-ce que tu arrives facilement à le faire? Donc, se mettre à la place de l'autre, c'est faire preuve d'empathie, c'est être compréhensible, c'est un peu échanger les émotions avec l'autre. Ouais. Donc, moi, je n'arrive pas facilement à me mettre à la place des autres. Pourquoi? Mais... On est curieux du coup. Parce que des fois, les gens font exprès sur certaines choses. Il y a certaines choses, effectivement, on accepte de se mettre à votre place. Des gens qui n'ont pas choisi peut-être de naître avec un handicap, c'est un exemple. Mais si une personne est consciente de ses actes du début à la fin, moi j'ai du mal à me mettre à sa place. Surtout si les actes ne suivent pas ce qui est correct. Donc moi, c'est dans ce sens-là. Mais sinon, je suis très empathique. Généralement, je n'ai pas de soucis particuliers avec ça. Donc voilà en gros ce qu'il en est. Super. Oui, Roland? C'est aussi, comme je disais, oui, c'est aussi en fonction des expériences. Enfin, en même temps, ça dépend, c'est relatif selon la personne. Il y a des gens qui n'arrivent pas, justement, tout simplement pas à se mettre à la place des autres, mais il y a d'autres qui peuvent s'identifier. Par exemple, si une personne a perdu sa grand-mère, enfin, je le souhaite pas, c'est comme ça. Enfin, si c'est un proche, voilà. Si c'est le cas, avec quelqu'un d'autre et c'est le cas avec une personne, les deux pourront facilement s'identifier l'un à l'autre. Genre, je comprends le sentiment et tout ça. C'est vraiment relatif à la personne, d'une certaine manière. Ouais. Justement, par rapport à ça, Ornella, se mettre à la place de l'autre. C'est vrai, notre amie Flore nous a vraiment bien dressé à cerner le sujet. Déjà, la question que je veux te poser, c'est généralement quand on est dans une dispute ou bien quand quand l'autre est dans une posture où il sent qu'il a reconnu ses torts pour s'attacher à la première partie de l'émission, généralement on a tendance à verbaliser. La personne te dit mais mets-toi à ma place. Est-ce que toi tu arrives généralement à le faire, à se mettre à la place de l'autre? Et pourquoi selon toi on ressent souvent le besoin de le verbaliser, de dire à l'autre mets-toi à ma place? Est-ce qu'on manque d'empathie comme l'a souligné Flore, on est là? Les gens ont tendance à vouloir que les autres se mettent à leur place parce qu'ils veulent se sentir compris. Ouais. Ils veulent être compris, oui, voilà. Ils veulent être compris. Et surtout, ils sont dans une posture où ils se disent que si toi, tu comprends ce qu'ils traversent, c'est un peu plus facile parce qu'on a tendance à juger les gens. Donc, ils se disent que voilà, lorsque tu te mets à sa place, il y aura pas de jugement. Et même la personne qui verbalise ça extériorise quelque part ce qu'il a emmagasiné, quoi. En fait, c'est une sorte de confidence. Donc on se vide un peu émotionnellement et tout ça. Genèse, moi j'ai envie de parler de vraiment de ce que ça implique, se mettre à la place de l'autre. Parce que là, on s'entend, on se comprend, c'est normal. Hein. Il y a une notion derrière, je pense que Flore l'a vraiment très bien souligné dans son argumentaire. On
Ornella est revenue là-dessus aussi, c'est la compréhension. Généralement, quand on dit « mets-toi à ma place », on t'invite à me comprendre. Mais ce que ça implique réellement derrière, c'est lourd quand même de se mettre à la place de quelqu'un d'autre en fait. La vérité, c'est que c'est difficile parce que ça nous amène à se mettre dans une position, ou encore ça nous confronte à certaines responsabilités qui nous mettent dans un certain inconfort. Et ça, c'est plus ou moins normal. Encore une fois, on est en Afrique, on est dans cette sphère-là. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce que ça implique exactement? De manière très simple, quand on te dit, lorsqu'on vous dit « mets-toi, essaie de te mettre à ma place », c'est pour dire que si c'était toi, dans la même situation, est-ce que ce serait normal est-ce que pour toi, ce serait normal que je réagisse de la façon dont toi tu as eu à réagir? Et là, ça devient plus facile pour toi de te dire que c'est vrai que si je te fais ce geste dans le même contexte, enfin, si on me faisait la même chose, je n'aurais pas cautionné la... Voilà. Donc, c'est plus judicieux pour moi de me mettre à ta place, ou encore c'est normal pour toi de me mettre à ta place pour comprendre enfin que si c'était moi, je n'aurais pas cautionné. Et donc c'est quelque chose d'assez normal. Mais comme j'ai dit, ce que ça implique, la difficulté, c'est au niveau où on se dit que me mettre à ta place, ressentir les mêmes émotions. C'est surtout ça, parce que se mettre à ma place, c'est ça aussi, c'est de ressentir ce que je vis, c'est partager ce que je vis. C'est ça. Mais Flore, moi, la question que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que c'est justement facile de le faire? Et si c'est facile de se mettre à la place de l'autre, est-ce que ça dépend de la situation? Si la situation est plus grave, est-ce que là, à ce moment-là, tu peux te mettre à la place de l'autre? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est en lien justement avec cette question-là. Est-ce que le fait de se mettre à la place de l'autre exclut systématiquement le jugement? C'est-à-dire que si quelqu'un vient me dire « mets-toi à ma place », est-ce que je ne suis plus en droit de juger la personne pour dire « mais écoute, mais ce que tu as fait, c'était pas bien, c'était pas bien, c'était pas bien ». Est-ce que ça exclut le jugement? D'accord. Concernant les situations qui sont graves, je voulais rebondir sur ce que Genès a eu à dire, que c'est plus facile de se mettre à la place de l'autre pour lui. Comme moi je le disais tantôt, si ça concerne des situations graves, c'est assez compliqué. Exemple, sur ce que j'ai eu à vivre personnellement, une agression. Et il fallait poursuivre des poursuites judiciaires. Donc là, on me dit de me mettre à la place de mon agresseur. Et là, j'ai automatiquement dit non, parce que c'est très grave. Donc là, je ne peux catégoriquement pas me mettre à sa place. Donc, mais si ce sont des situations assez délicates, quand même, notre humanisme peut nous pousser à nous mettre à la place de la personne. Là, quand même, je peux accepter dans ce sens. Mais est-ce que ça exclut le jugement? Si ta copine venait, si Ornella elle arrive à te dire « mets-toi à ma place », est-ce que ça exclut le jugement derrière? Non, ça n'exclut pas le jugement. Honnêtement, non. On va accepter. Oui, je me mets à ta place. Mais quand on sera dans notre chambre, on va y réfléchir. On va dire qu'on va rester là en mode... non, on va quand même rester sur de la méfiance avec quelques doutes. Bon, je me mets à sa place, mais je reste méfiant. J'ai encore un peu de l'amertume. Est-ce que j'ai vraiment raison de me mettre à sa place? On va se poser beaucoup de questions et on va vraiment analyser maintenant la suite logique des événements que la personne aura maintenant à suivre suite à cela. Ornella, est-ce que, avant de laisser la parole à Roland, est-ce que le fait de justement de venir voir l'autre en disant bah, mets-toi à ma place, est-ce que quelque part c'est pas une fuite en avant dans le sens où quelque part c'est un subterfuge pour ne pas reconnaître ses torts ou bien de se dire, parce que généralement pourquoi tu vas dire à l'autre de te mettre à sa place si tu est-ce que c'est pas une stratégie selon toi? Oui, ça, bon, ça dépend de la personne déjà. Si tu dis à une personne de se mettre à ta place, c'est comme si voilà, tu voulais à peu près transmettre tes émotions à la personne. Un partage d'émotions. Voilà, un partage d'émotions. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment assez simple. C'est vraiment assez simple parce que lorsque tu fais un truc et que tu demandes à une personne de se mettre à ta place, c'est un peu comme si voilà, tu voulais dissuader la personne, merci. Tu voulais dissuader la personne, tu voulais toi-même te convaincre que ce que tu as fait, on est d'accord qu'il y a une notion, mais aussi légère qu'elle soit, de mensonge quand même dans le truc, en se ment à soi-même et potentiellement à l'autre aussi quand on... C'est quand même un peu vicieux. Il y a des personnes assez vicieuses. C'est pour ça qu'il faut bien analyser la personne en face de nous. Il y a des personnes très vicieuses et puis tu captes vite le vice
la personne en fait veut juste vite passer à autre chose et ne pas assumer son acte. Oui, un peu de la manipulation, exactement. Moi, je trouve que beaucoup font ça. Pour la plupart du temps, ceux qui disent ça, c'est beaucoup plus la manipulation. Oui, parce qu'on a l'impression que justement, quand on dit « mets-toi à ma place », on a l'impression que c'est un joker que tu sors pour soit taire le problème, parce que même si ça fait 10 ans que vous disputez, si la personne arrive à sortir cette phrase que « mets-toi à ma place », on a l'impression qu'en fait, derrière, il y a une technique soit de manipulation dans le sens de se dire « s'il arrive à partager ce que je vis, c'est mort, il n'y a plus de suite logique dans ça ». Oui, Genèse. Et ça laisse même croire que la personne minimise un peu la gravité de... Voilà, en fait, pour la personne, c'est vraiment quelque chose de banal. Voilà, entre-temps, si ça suscite une émotion chez l'autre, c'est qu'il va falloir en parler. Et que et comme je dis, si ça suscite une émotion chez l'autre, c'est que ça peut en être de même de ton côté. Donc, essaie juste de te dire que si c'était moi, est-ce que je n'allais pas me mettre dans la même position? Oui, mais c'est quoi la solution du coup, Roland? L'éducation de parents. Nos parents nous demandent souvent de s'éloigner des problèmes, de ne pas faire des bêtises. Parce que généralement, quand on demande à l'autre de se mettre à sa place, que derrière, on a eu à faire une bêtise quand même. C'est quoi? Quelles sont les solutions aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aussi, à l'image de la première thématique, engager une forme de responsabilité parentale ou non, ou pas du tout? C'est vraiment lié au comportement de la personne, pas forcément lié avec l'éducation. Enfin, je pense que les deux sont intrinsèquement liés. D'accord. Parce que il y a d'abord l'éducation de la famille, l'éducation de la maison, qui va jouer un grand rôle sur ton comportement dans la société. Parce que, en principe, quand maman dit ne sors pas, quand tu voyages, à un moment donné, tu as toujours cette habitude-là de rester à la maison. Ouais. Donc, l'éducation parentale est primordiale. Mais comme solution, je pense qu'on devrait essayer de se détacher un peu, d'une certaine manière, du côté négatif de l'éducation qui vient des parents. Parce que certes, les parents font du bien, mais souvent, il y a beaucoup d'enfants qui sont sujets de traumatisme. Tu vois. Donc, il faut une certaine responsabilité individuelle des individus dans la société pour qu'ils puissent se détacher de ce côté négatif des parents et apporter une part de positivité et un plus en fait aussi à partir de ce que eux ils vont dégager dans la société. Donc c'est une question de responsabilité individuelle et de grandir aussi d'une certaine manière. Et moi je voudrais mettre l'accent sur, je ne veux pas dire nos vices mais nos tics en même temps. C'est-à-dire qu'on est en Afrique, effectivement il y a l'aspect parental, mais il y a d'abord l'éducation des parents, mais je pense qu'il y a notre sensibilité émotionnelle. Exactement. Et ça rejoint le tic global où on a parfois du mal à échanger avec une tonalité assez basse. Voilà. Dès lors que ça monte, le temps monte d'une part, forcément ça va s'activer de l'autre en guise de réaction légitime. Et c'est là où ça devient plus difficile pour X de se mettre à la place de Y. Donc moi je pense qu'il y a tout ça il faut aussi tenir compte de tout ça. Si on peut s'expliquer de manière avec une tonalité assez mesurée, ça peut faciliter la compréhension. C'est plus facile pour moi de me mettre à ta place. Mais si, au départ, j'avais potentiellement cette intention, au cas où tu me le disais, et après je vois que tu manques d'un temps, moi je te dis, ah non, n'écris pas sur moi. Et là, si je crie sur toi, tu vas faire quoi? C'est toi qui es en tort. Et bizarre. Et là, le conflit voilà. Et ça arrive qu'on extrapole après. On n'est plus dans la notion où il faut reconnaître son tort. Donc pour ma part, je pense qu'il faut déjà aussi mettre un peu nos émotions à côté et surtout savoir les canaliser au cas où c'est difficile de les... Il faut mettre la raison devant. Merci beaucoup. Ça dépend de la personnalité. De qui? De la personnalité de chacun. Parce que il y a des gens qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Donc parfois, c'est pour des personnes sensibles, par exemple moi, c'est assez facile, on va dire, de te mettre dans la peau d'une autre personne parce que tu te dis, voilà, si c'était moi, comment est-ce que j'allais réagir et tout. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'assez dur et lorsque tu lui dis ça, c'est assez compliqué pour lui parce que voilà, ça passe pas. Moi, je voulais juste rajouter pour les personnes qui nous disent à chaque fois mets-toi à ma place. Oui, on a l'impression que cette phrase-là, dès qu'il y a non, mais sérieux, on a l'impression que c'est un joker. Dès qu'il y a une dispute, il y a toujours cette phrase-là, mets-toi à ma place. Mais qui se met à notre place? Quand vous faites du mal aux gens, qui se met à la place des personnes auxquelles vous faites du mal? Qui se met à notre place? Que chacun assume ses actes. Que toutes les personnes assument ses responsabilités et chacun
chacun se mettra à la place de la personne qu'il faut se mettre. Justement, j'ai une question, parce que tout à l'heure, c'est Ornella qui l'a souligné également. Vous tous également, on est tombé d'accord sur la notion de compréhension. J'insiste encore là-dessus, sur la notion de compréhension. Il y a un exemple qui a été soulevé par Roland qui parlait de la perte d'un proche. Généralement, il y a des phrases qu'on arrive à dire pour essayer de consoler la personne en disant je comprends ta peine ou je la partage, cette peine-là. Moi, la question que j'ai envie de savoir, est-ce que lorsqu'on décide quand on dit à l'autre, Flore, mets-toi à ma place, on invite, on l'a souligné, la personne à nous comprendre. Mais est-ce qu'on partage réellement l'acte qui a été posé? On comprend, mais est-ce qu'on la partage? Ça dépend de l'acte. D'accord. Si c'est une action que je peux reproduire, honnêtement, je vais me mettre à sa place et je vais comprendre et pardonner. Et partager l'action. Tu vas la partager, cette action. Je vais la partager. Mais si c'est vraiment une action que je ne peux absolument pas reproduire et qu'aux yeux de ma logique, aucune personne ne devrait faire cela, je vais difficilement partager l'action. Parce que pour moi, si aux yeux de tout le monde, on est d'accord qu'il faudrait peut-être pas, un exemple banal, voler. Toi, en tant que personne, tu vas voler continuellement et tu veux qu'on se mette à ta place continuellement. Ce n'est pas donc en fait, tu peux en même temps comprendre et partager. Mais ça dépend de la situation. Ça dépend de la situation, exactement. Ça dépend de la situation. Si la situation... Moi, je suis curieux. Désolé, je suis curieux. Moi, j'ai envie de savoir du coup, quelle est la situation qui ferait que toi, tu peux te retrouver à comprendre et à partager. Bon, on te laisse réfléchir. On va... Il y a des accidents, par exemple. Et effectivement, il y a la perte d'un être cher. Ça, si je sais que c'est arrivé à l'autre et que moi, je ne suis pas épargné, franchement, là, la compassion émane très facilement. Parce que c'est plus... En fait, on sait qu'on n'est pas épargné, on n'est pas à l'abri. Par contre, effectivement, en ayant peut-être altercation avec quelqu'un et puis tu portes main sur l'autre, bon... Là, quand même, on voit déjà le geste, il est peut-être volontaire. Frère, je ne peux pas me mettre à ta place pour dire que ouais, je comprends pourquoi tu as eu à le faire. Après, je peux comprendre même, mais ne pas être d'accord avec toi. Ouais, je peux comprendre, mais ne pas partager. Voilà, parce que c'est légitime, parce que ça émane d'une réaction. Mais ce n'est pas logique. Donc, par rapport à ce genre de situation, je ne peux pas me mettre à ta place. Ouais, voilà. Ouais, c'est évidemment. Tu vas pas tout cautionner quand même. Voilà, exactement. Et dans ce cas, quand c'est volontaire, je pense quand la personne a fait ça volontairement, je pense qu'on ne devrait pas essayer de se mettre à sa place parce que c'est une grande personne. Exact. Et il sait ce qu'il fait. Disait tout à l'heure, c'est ça en fait. Quand c'est volontaire, volontaire, je ne me mets pas à ta place, mais quand c'est involontaire, à ce moment-là, je peux essayer de partager. Ou bien si j'ai déjà vécu, à ce moment-là, je me mets maintenant à ta place pour pouvoir t'aider ou bien te soutenir dans des moments difficiles. Flore, avant de donner la parole à Ornella, oui. Aujourd'hui on parle de se mettre à la place de l'autre. Allez, une situation dans le monde professionnel, est-ce que c'est plus facile de le faire? Et qu'est-ce que ça nous garantit quelque part aussi en nous, surtout, le fait d'avoir cette facilité à se mettre à la place de l'autre dans un milieu professionnel où là-bas c'est encore beaucoup plus compliqué? Donc, dans un milieu professionnel, l'empathie est beaucoup suggérée. Il faut beaucoup se mettre à la place des autres, surtout en tant que responsable. Ouais. Mais entre nous, les employés, c'est très difficile parce que tout le monde veut monter sur tout le monde. Donc là, dans ce cas-là, c'est très difficile de se mettre à la place des autres entre employés. Mais c'est fortement suggéré aux responsables, peut-être managers, je prends un exemple, de faire preuve d'empathie. C'est l'une des qualités phares même d'un manager dans le monde professionnel. Donc c'est dans ce sens-là que je peux répondre à cette question. Oui, mais imagine tu as un employé qui arrive tout le temps en retard. Non, on ne va pas se mettre à ta place. Là, il faut travailler sur la compréhension d'abord. Oui, il faut travailler sur on est là dit, il faut chercher à comprendre pourquoi il arrive en retard. Oui, mais si tu comprends, ça change quoi si tu comprends derrière? Bon, après, si tu comprends derrière, tu peux peut-être vous conseiller ou essayer de trouver une alternative pour pouvoir permettre à la personne de mieux s'organiser ou voilà, quelque chose comme ça. Non, moi je me dis que si tout le monde décide de venir en retard, ça peut arriver à tout le monde. Il faut que la personne travaille sur soi de telle sorte à se dire peut-être si je commence à 7h, je me réveille à 6h, j'ai 30 minutes de transport et j'arrive à l'heure. Et moi je pense qu'en termes de conséquences aussi, lorsque certaines répercussions arrivent chez certaines personnes, bon, franchement, on est dans une société où on a des faits sociaux, donc quelque chose, un fait social qui touche une grande partie, sinon tout le monde. À l'exemple de la déception, chagrin d'amour, communément appelé goumin,
moi, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un comme ça. Parce que je sais, si je l'ai subi à une période, personne n'était là. Au cas où, quand je veux le subir, personne ne sera là. Ah ouais, je suis en train de regarder Flore qui est en train de... Voilà quoi. Donc, moi, je me dis qu'il y a aussi des situations dans lesquelles on se doit d'affronter les choses nous-mêmes et qu'il n'y a pas... Bah, voilà. bien sûr, c'est ça. C'est relever de l'échec, exactement. Voilà. Faut être résilient. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Flore, du coup, il parle de Gouma, toi t'es en train de rigoler. Oui, mais je veux dire, son exemple, c'est typiquement ce qu'on est censé faire, justement, quand on sort d'une situation hyper difficile, avoir cette capacité à se relever et se dire qu'il ne faut jamais voir une rupture amoureuse comme étant une simple rupture, c'est une leçon de vie. Maintenant, c'est à toi de tirer justement des leçons de cette situation-là. En famille, on a parlé du milieu professionnel. En famille, mon cher Roland, se mettre à la place du frère, de la sœur, je trouve que peut-être à ce niveau-là, c'est plus mignon, quelque part. Il y a un caractère un peu protecteur, non, du tout. Ou bien on se dit, on peut prendre cher en se mettant à la place du frère et de la sœur. Ça dépend. Si c'est ma petite sœur, oui. Mais si c'est mon frère, il se débrouille, naturellement. Mais enfin, si je dois être objectif sur le sujet, je pense que ça dépend de la situation. Le fait que la situation soit volontaire ou involontaire joue toujours. Que ce soit dans ma famille ou pas. Et même... ça, c'est malgré les... Oui, malgré les... Parce que nos parents nous invitent à être soudés entre frères et sœurs. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut être soudé, mais souvent il faut aussi être réaliste. Parce que la plupart du temps, ça peut aussi être ton frère ou ta sœur qui te bloque derrière. Quand j'ai dit bloquer, c'est dans tout, de parler mal de toi, des trucs comme ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc certes, il faut protéger la famille, on est là normalement, c'est pour s'entraider, mais souvent il faut être réaliste. Quand ton frère fait mal, il faut lui dire que tu as fait mal, tu te mets à sa place, tu l'aides, mais la deuxième fois, s'il recommence, ça passe pas, tout simplement, c'est comme ça. En interne, tu vas parler à ton frère, mais devant les parents, moi je me dis automatiquement, d'abord tu peux couvrir ton frère. Oui, naturellement, ce que j'ai dit, que la première fois, je vais le couvrir, mais la deuxième fois, frangin, j'étais déjà couvert une fois, c'est pas tout le temps. La première fois c'est une erreur, mais après... Oui, après si tu fais exprès. Ça devient plus une erreur, tu fais mais est-ce que toi tu es du genre à le verbaliser? Toi tu es du genre à le dire à ta soeur, à ta petite soeur ou à ton grand frère que bon, je peux plus te couvrir ce que tu fais, arrête de... Oui, déjà j'ai un petit frère de 18 ans et on va dire que... Il s'appelle comment? Il s'appelle Jared. Jared? Oui. Ok. Donc c'est quelqu'un déjà qui fait pas de bêtises, on va dire, mais lorsqu'il a fait, disons, sa première bêtise, je l'ai couvert. Je l'ai vraiment couvert, je l'ai vraiment aidé. Mais après, lorsque j'ai remarqué que cette bêtise-là, il répétait ça à chaque fois, j'ai arrêté. Et je lui ai même dit que je ne pouvais plus. Il allait se débrouiller. Il a 18 ans, il peut se débrouiller. Il peut venir m'en parler, ça, il n'y a pas de souci. Mais après qu'il apprenne aussi à prendre ses responsabilités. Je ne serai pas toujours là, derrière lui, à le couvrir comme ça. Parce qu'après, ce n'est pas bien. Il peut avoir ce même comportement jusqu'à ce qu'il ne devienne un adulte, un homme. Et c'est vraiment pas bien. Il faut que je puisse aussi le laisser grandir et devenir un homme. Voilà. Mais toujours avec l'œil de la grande sœur derrière. Oui, voilà, exactement. Genèse? Pour moi, je disais, c'est pas que ça dépend, mais si on dit que ça dépend, pour moi, c'est par rapport à la complicité que j'ai avec mon frère, ma soeur, ou je ne sais pas. Voilà. Parce que quand je prends en termes de complicité, c'est que lorsque ça m'est arrivé, il m'a couvert. Donc si ça lui arrive, je veux le couvrir. Oui, mais est-ce que tu le fais en attendant que lui le fasse aussi on se rend là pareil. Oui, mais quand tu le fais, c'est parce que c'est ton frère d'abord. Oui, effectivement, c'est parce que c'est beaucoup plus par intérêt. Si j'ai eu à te couvrir, j'attends en retour que... Ouais. Non, déjà, on ne sait pas de quoi il fait demain. Ce qui est sûr, c'est que c'est mon frère. D'accord. Et il faut bien que je le fasse, d'abord. Mais après, comme je dis, ce qui va me motiver, c'est pas forcément la consanguinité, mais la complicité qu'on a. Voilà. Et cette complicité est due au fait qu'il réalise effectivement que j'ai un frère, il est dans de beaux draps, il va falloir que j'intervienne pour l'aider. Si c'est vraiment quelque chose d'éthique, ou encore, dans tous les cas, pour m'aider à me sortir de certains ennuis. Maintenant, si je me dis que lui, quand c'est lui, il ne le fait pas, pourquoi moi je veux le faire, bien qu'il y a du sang, c'est le même sang qui coule dans les veines. Voilà, c'est ça. Moi, je vais quand même revenir sur une notion. Je pense que cette notion, on l'avait soulevée et soulignée en première partie de l'émission. C'était la notion de faiblesse, d'aveu de faiblesse. On parlait d'absence de respect quelque part avec le terme se rabaisser. Est-ce que quand on décide de se mettre à la place de l'autre, quelque part aussi, on perd un petit
petit peu de notre, tu vois, un peu cette zone qu'on avait eu à construire en se disant, ah tiens, mais si je me mets à la place de l'autre, bah, je perds aussi un peu en charisme ou autre chose, Flore. Déjà, quand on décide de se mettre à la place de l'autre, il faut assumer et peu importe ce qu'il en va de suite, même si l'on perd en ego, en fierté, ce n'est pas grave. Dès l'instant où on a accepté de se mettre à la place de l'autre, il faut assumer jusqu'à la fin que ça peut engendrer des conséquences, même si c'est sur nous-mêmes. On assume parce que... Mais c'est là le danger, justement. C'est là où moi je voulais en venir. Parce que quand, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé son expression, elle parlait de transfert d'émotions. Oui. Parce qu'à partir du moment où on arrive à faire un transfert d'émotions, il y a un émetteur et un récepteur. Oui. Donc toi, tu es le récepteur. Et si tu continues à recevoir à un moment donné, voilà, tu risques. Et comment toi, tu évacues toutes ces émotions que tu emmagasines à un moment donné? C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps accepter. Il y a des moments où il faut savoir dire non pour ne pas tout le temps recevoir de mauvaises énergies. Oui, mais le retour, le non face à une personne qui demande de l'aide, vous avez parlé de la compréhension. Ce n'est pas le premier non. Excusez-moi d'être aussi dur, mais ce n'est pas le premier non. D'accord. Ce n'est pas le premier non, il va s'y faire. Hein. Il va s'y faire, Régis, il va s'y faire. Il ne va pas poser l'attente, attendant à ce que tout le monde le comprenne. Oui, c'est pas le premier non, donc il va s'y faire et moi-même je vais m'y faire. D'accord. Et puis si nos émotions sont assez, on va dire tristes, chacun va assumer le fait de sa tristesse. Ouais. Voilà. Roland, la capacité à dire non, comme quoi ça nous sauve de beaucoup de choses. C'est très important de dire non parfois. Ouais. C'est très important de dire non. On a longtemps pensé que dire non c'était mal poli. Oui, mais la vérité c'est que quand tu dis oui à quelque chose que tu aurais voulu dire non, à laquelle tu aurais voulu dire non, mais derrière ça, tu feras plus la même chose avec la même envie, l'entrain disparaît totalement quoi. En quelques mots, Roland, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, ça allait très vite. Je vais essayer de me mettre à ta place. Donc, petite concision. Justement, oui, tu as le mot de la fin quelque part. Savoir dire non, ça nous évite et parfois de faire le trop plein d'émotions au point de saturer nous-mêmes aussi, parce que c'est le danger, c'est là quelque part, Flore. On prend les émotions des autres, on se met tellement à la place des autres que derrière, comme tu l'as souligné, qui se met à notre place derrière? Roland. Dire non, c'est très important de dire non parfois. Parce que même en tant que personne, si tu dis tout le temps oui, tu vas finir par te faire marcher dessus. Donc il faut parfois dire... Voilà, parfois il faut savoir mettre des limites à certaines choses. Ouais. Quand, le mieux, c'est quand tu commences la relation avec la personne, que ce soit amicale. Donc, quand il y a quelque chose qui passe pas, oui. Vous installez les bases. Quand il y a quelque chose qui passe pas, tu dis que non, ça passe pas avec moi. Malheureusement, je suis obligé de t'interrompre. Ouais, naturellement. Parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission, on me fait signe dans l'oreillette que nous sommes arrivés au terme de cette émission. En tout cas, merci d'avoir participé. Roland, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Une personne à saluer vite fait, mais vraiment vite fait. Shout out à ma mère. D'accord. Et à mon grand frère. D'accord. Kevin. Flore, une personne à saluer vite fait. Une personne, ça va. D'accord. Genèse. Mon père et ma mère, Madame Moukara. D'accord. Ornella. Ma mère et mon petit frère. D'accord. En tout cas, merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé à Génération News. Ça a été un plaisir. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à cette belle jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.